chers participants. Alors, merci de vous joindre à nous. Alors, ce matin, c'est le résultat de plusieurs années de travail qui vous sera présenté et je tiens à remercier officiellement la professeure Louise Sauvé de la TELUC, qui est aussi présidente du Centre de recherche publique SAVI, avec qui nous avons le plaisir de collaborer depuis le début. Alors, je remercie également Vincent Tanguay, un collaborateur associé au CETREC, qui a une longue feuille de route, tant en éducation qu'en technologie de l'information. Alors, Vincent a en effet été pendant 5 ans à la direction de l'autoroute de l'information au début du branchement à Internet des universités, des cégeps, des commissions scolaires. Depuis, il est demeuré actif dans ce domaine et continue à cheminer et nous pouvons profiter de sa collaboration. Alors, d'où vient ce vaste projet dont on a commencé à parler en 2016? À l'origine du projet, l'Institut national des mines du Québec, l'INMQ, le centre de transfert, nous, alors en collaboration avec la direction de la polyvalente Le Carrefour, puis du centre de formation professionnelle de Val-d'Or, nous avions pris connaissance d'un environnement de formation personnalisé qui peut être utilisé tant en classe qu'à distance et en ligne, puis qui avait été développé par le Centre de recherche SAVI associé à la TELUC. Alors, il s'agissait de SAMI Persévérance que la professeure Louise Sauvé va vous présenter. Alors, cet environnement avait fait ses preuves auprès de clientèle qui rencontrait certaines difficultés d'apprentissage, tant au niveau collégial qu'au niveau universitaire. Alors, ça apparaissait comme une avenue par excellence pour répondre aux attentes du milieu scolaire, puis aussi aux façons de faire des jeunes. Alors, une première adaptation de SAMI Persévérance, financée à l'époque par le MISI, donc le ministère de l'Économie, a permis le développement d'un environnement en ligne qui était le volet 1, SAMI Pro, pour des élèves autochtones et allochtones de plus de 16 ans ou encore des adultes en formation professionnelle ou qui s'y destinent, qui voulaient travailler certains apprentissages qui posaient difficulté. Alors, la mise à l'essai de l'environnement sur le terrain auprès des élèves et de leurs enseignants indique que les outils d'aide aux apprentissages en français et en mathématiques répondaient bien aux attentes des utilisateurs consultés qui avaient été mis à contribution dans la démarche tout au long du développement. Il est vite apparu aux enseignants et au personnel de direction engagés dans le processus que d'autres éléments contribuaient au décrochage et qui devraient être pris en compte dans l'aide apportée aux élèves. Alors, ces besoins ont été relevés par les intervenants du milieu qui connaissaient bien la clientèle. Ils étaient convaincus que l'ajout, l'intégration d'outils supplémentaires d'aide pour améliorer les stratégies d'apprentissage des élèves et favoriser leur intégration scolaire serait d'une grande utilité pour un maximum de soutien aux élèves avec certaines difficultés ou encore même aux enseignants pour les soutenir, puis augmenter les chances de réussite en formation. Alors, les outils développés à ce volet touchent motivation et stress, attention, concentration et mémorisation, gestion du temps, des tâches, planification, intégration scolaire. Alors, à certains jours, on peut même en bénéficier nous-mêmes. Alors, enfin, et ce n'est pas le moindre, c'est profiler pro-numérique ou devenir pro du numérique qui constitue un ensemble d'outils d'aide à la production écrite numérique. Alors, un véritable coffre à trésor d'outils. Alors, c'est cet ensemble ressources ce matin qui vous seront présentées. Et je voudrais remercier à nouveau le MII, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, d'avoir soutenu ce chantier par son soutien à l'innovation. Je termine également en remerciant également nos partenaires, les acteurs, SAVI à nouveau, mais la polyvalente Le Carrefour, le Centre de formation professionnelle de Val-d'Or, le Centre d'éducation des adultes L'Horizon du Centre de services scolaires de l'Or et des Bois, le Collège Kiuna pour leur appui constant tout au long du projet. Alors, voilà, bonne présentation. Merci beaucoup, Madame Saint-Pierre. Puis, je passe immédiatement la parole à Vincent Tanguay, collaborateur du CETREC et coordonnateur du projet. Monsieur Tanguay. Excusez, oui, parfait. Ça va. OK. Eh bien, bonjour tout le monde. Ça nous fait plaisir de vous recevoir ce matin pour la présentation d'un outil qui nous est très cher, sur lequel nous avons travaillé beaucoup, particulièrement Louise et son équipe, de sorte que ce matin, c'est la présentation de SAMI Pro dans sa partie plus qui concerne le numérique. Donc, SAMI Pro, ce qui veut dire Système d'apprentissage multimédia interactif pour les élèves jeunes et adultes en formation professionnelle, à l'éducation des adultes et en formation générale. OK, Louise? Clique. OK. De sorte que, comme le disait tout à l'heure la présidente du CETREC, il y a 3 phases de développement.
La première phase, c'était soutenir l'apprentissage des compétences de base en français et en mathématiques, troisième, quatrième et cinquième secondaire. Cet ensemble-là, de ce matin, on vous présente production numérique écrite. Et ça fait partie d'un ensemble. Et les trois phases ou les trois volets de SamiPro sont disponibles ensemble sous un même titre qui s'appelle SamiPro. De sorte que dans la phase 1, c'est tout ce qui a trait à l'acquisition des compétences de base en français et mathématiques, comme je le disais, troisième, quatrième et cinquième secondaire. Ensuite de ça, les enseignants, les directions ont dit, nous, on a des élèves adultes à l'éducation des adultes, ou on a des élèves autochtones qui arrivent et qui ont de la difficulté à s'organiser, de sorte que est-ce qu'on pourrait avoir une deuxième phase? Et le ministère de l'Économie nous a appuyés pour tout ce qui s'appelle les stratégies qu'on utilise pour les études et pour l'intégration. Donc, l'organisation de son temps, l'organisation du stress, comment on gère son stress à l'école. Donc, c'est une série d'outils qui peuvent être utiles à des élèves qui ont de la difficulté à s'organiser, qui sont tous sur le même chapeau. Et le troisième, c'est la production numérique écrite. On dit que les jeunes utilisent beaucoup les technologies de l'information, mais on s'aperçoit qu'on soit jeune ou qu'on soit adulte, la connaissance qu'on a du numérique et des environnements numériques, c'est assez de base. Donc, lorsqu'on arrive avec des travaux de production écrite, tout ce qui a trait à la production écrite, ce qui s'appelle la recherche, ce qui s'appelle le certifier que les résultats de recherche sont corrects, que ce n'est pas des fausses nouvelles qu'on lit. Donc, toutes ces compétences-là qui sont joints à la production écrite ou ce qui s'adjoignent à la production écrite sont traités à l'intérieur de ProNumérique. Et c'est ce que Louise va nous présenter ce matin. Je vais, troisième, on change. Donc, l'équipe de SamiPro, ceux avec qui nous avons travaillé depuis 2016. D'abord, Louise Sauvé, Louise que vous voyez à l'écran, qui fera la présentation ce matin, qui est une chercheuse, je dirais, là, très originale, parce que ce n'est pas une chercheuse push, c'est une chercheuse qui vient chercher ce que les gens de la base ont besoin et qui fait tout en son possible pour qu'on puisse satisfaire à leurs besoins. De sorte qu'elle est très proche des gens, très proche des équipes, très proche des équipes de direction, des enseignants. Elle écoute les élèves, ce qu'ils ont à dire, de sorte que le résultat que vous avez ce matin, ça a vraiment été testé avec des élèves. Avec elle, il y a Gloria qui est avec nous ce matin. Gloria Pellerin de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui travaille beaucoup auprès des Autochtones, mais qui a été aussi pour nous d'une source absolument extraordinaire avec Émilie, une de ses élèves, Émilie Cousineau, qui a été celle qui a travaillé sur le terrain avec les profs et avec les élèves. Et je tiens à la remercier de tout cœur. Merci, Gloria, je sais que tu es avec nous ce matin. Moi, j'agis comme de lien entre l'équipe de la recherche, le milieu, les partenaires, de sorte que c'est un peu mon projet, s'assurer qu'on arrive au bon résultat, au bon moment, à l'intérieur du temps. Donc, Émilie, je l'ai nommée, et l'équipe de SamiPro, que ce soit Louis, Pierre-Olivier, Jean-François, Sylvain, c'est des gens qui ont été aussi très à l'écoute de tout le monde. De sorte que je tiens à les remercier ce matin avant de commencer. Suivant, s'il vous plaît. Nos partenaires, on les a nommés tout à l'heure. D'abord, l'Institut national des mines, qui était à l'origine de tout, qui nous a fait signe, c'est très pour dire on a des problèmes de réussite en troisième, quatrième secondaire pour arriver en formation professionnelle. Est-ce qu'il serait possible de donner un coup de main pour qu'il y en ait davantage qui arrivent en formation professionnelle? Et c'est de là qu'est parti le projet soumis à l'économie, au ministère de l'Économie, avec Savie, que je connaissais depuis les années 90, avec la commission scolaire de l'Or et des Bois, et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue avec Gloria. Et pour ProNumérique, eh bien, on a la seule institution collégiale pour autochtones, qui est le Collège Kiuna, qui a collaboré aussi avec nous, de sorte que ce sont nos partenaires dans le projet. Suivant. Donc, l'outil qui vous est présenté ce matin, ça se destine aux profs, aux élèves, jeunes et adultes, qui désirent mettre à jour leurs acquis et leur façon de faire selon leurs besoins en tout temps. De sorte que ce n'est pas nécessairement un menu
un menu du jour, mais c'est un menu à la carte, de sorte que ce dont j'ai besoin, que ce soit en français, que ce soit en mathématiques, que ce soit pour des stratégies d'apprentissage ou que ce soit pour l'utilisation du numérique, on peut aller juste à la place où on a besoin pour avoir l'aide ou l'appui dont on a besoin pour continuer nos travaux, continuer nos études. Suivant. Pour les enseignants, c'est aussi des traces que les élèves laissent tout au long de leur utilisation et ou bien des enseignants peuvent donner un devoir ou donner des travaux à faire à leurs élèves et voir ceux qui ont utilisé les outils, qui sont ces élèves-là, comment ils ont réussi, quels sont les exercices qu'ils ont faits. C'est ce que Louise va vous présenter tout à l'heure. Suivant. Pour les écoles, bien, les écoles qui désirent obtenir des données en temps réel sur les élèves avant de leur offrir un suivi personnalisé, bien, on a des outils qui sont accessibles aussi pour les directions d'école, les enseignants et les élèves. Là-dessus, je vais laisser Louise vous présenter le troisième volet qu'on a développé depuis 2 ans et demi, qui est SamiPro, mais dans le volet pro-numérique, donc l'utilisation des outils du numérique pour la production écrite. Louise, je te laisse la parole. Merci Vincent. Et c'est avec plaisir, mais au nom aussi de toute l'équipe, ça me fait plaisir de vous présenter ce projet-là qui nous tient à cœur depuis plusieurs années et qui a pour objectif ultime de réduire l'abandon des études, autant en formation générale, en formation professionnelle et en éducation des adultes. Donc, d'aider nos élèves à persévérer, mais en les outillant aussi de compétences qu'ils vont utiliser tout au long de leur vie. Alors, ce que je me permets de vous présenter rapidement, déjà, Vincent a traité un peu pourquoi on utilise SamiPro, donc je vais en parler très peu, mais je vais surtout vous parler de l'interface élève et l'interface intervenant, qui sont les 2 outils utilisés par les écoles pour faire un suivi, mais aussi une aide constante aux élèves. Je pense que ce qui est important, et Vincent l'a souligné, ainsi que les autres participants, c'est que tout ce travail-là n'a pu se faire sans une approche collaborative et participative des enseignants des trois types que nous rejoignons, autant en formation professionnelle, en éducation des adultes qu'en formation générale, qui tout au long de notre travail, de nos cheminements, ont travaillé activement avec nous. On parle de plus de 75 enseignants et conseillers qui se sont impliqués autant en termes de contenu qu'en termes d'évaluation. Et c'est plus d'1 millier d'élèves qui ont expérimenté SamiPro avant qu'on fasse un déploiement beaucoup plus large à énormément d'écoles qui nous ont sollicité là, pour utiliser SamiPro. Et l'objectif, c'était d'en mesurer la pertinence, la convivialité, mais aussi est-ce que c'était utile pour les élèves et est-ce que ça les aidait dans leur apprentissage. 2 interfaces ont été créées. Une interface qui permet à l'intervenant de suivre au jour le jour, je dirais même juste à temps, les démarches de l'étudiant, et l'interface de l'élève qui lui permet de faire un cheminement personnalisé. Parlons rapidement de SamiPro, peut-être un peu plus longuement, de SamiPro, l'interface élève. En passant, je vous invite, si vous avez des questions au fur et à mesure de nos échanges, n'hésitez pas à poser ces questions, soit au niveau textuel ou au niveau oral. Je pense que c'est important, souvent au moment où on a notre question, c'est important d'avoir une réponse. Alors, ça me fera plaisir là, de répondre au fur et à mesure. Alors, lorsqu'on arrive, les objectifs de SamiPro vous ont été décrits précédemment. Nous en avions 4, dont le dernier qui est de développer les compétences en production numérique. Mais, comme le disait Vincent, au départ, nous souhaitions aider les élèves en formation professionnelle qui avaient des compétences de base en français et en mathématiques déficientes. Nous n'avions pas la prétention de remplacer d'autres sites qui offrent l'ensemble de la formation liée au français et mathématiques. L'objectif, c'était vraiment de dire, bon, ben, tu ne sais pas faire une opération, une addition, une soustraction. Voici, il y a un outil qui peut t'aider par rapport à cet aspect.
La même chose en français, tu as des problèmes d'orthographe. Bon, voici un outil qui pourrait t'aider au niveau du français. Donc, c'était vraiment pour pallier des connaissances manquantes de la part des élèves. Par la suite, bon, les stratégies d'études, très vite, on a relevé que les étudiants avaient, particulièrement en formation professionnelle, en éducation aux adultes, avaient des difficultés de gestion de temps par rapport à la famille, aux études, au travail. Donc, tranquillement, pas vite, on s'est dit pourquoi ne pas développer toutes les stratégies d'études qui permettraient d'améliorer leur réussite. Et ces stratégies-là ont été fondées à la fois sur des recherches, mais aussi sur les besoins exprimés par les enseignants qui travaillaient avec nous, qui disaient ben, nos élèves ont telle et telle et telle difficulté. Et d'ailleurs, les enseignants les ont validés. Et par la suite, on est allé avec les élèves voir est-ce que toutes les difficultés qu'on leur présentait correspondaient à leurs besoins. Notre objectif de validation n'était pas de réduire le nombre de difficultés, sauf si les élèves, milliers d'élèves, n'avaient identifié aucune de ces difficultés. On pouvait dire ben, peut-être que cette difficulté n'est pas vraiment présente. Résultat, l'ensemble des difficultés qui faisaient partie de SamiPro ont répondu minimalement à 3 ou 4 élèves, quand des fois c'était 100, 200 puis 300 élèves. Donc, on s'est dit que c'est toujours l'unité qui est importante. Si un élève a une difficulté, même s'il est le seul, il faut lui offrir un outil qui peut l'aider au niveau de ses études. On a également gardé l'intégration scolaire, un certain nombre d'objectifs qui pouvaient être importants et de façon plus précise, je vais vous en parler un petit peu plus loin, les contenus de chacun. Pourquoi on s'inscrit dans SamiPro? Parce que chaque élève a son propre environnement. Si je ne m'inscris pas, j'ai l'environnement de tout le monde. Donc, l'objectif, c'était vraiment de permettre à l'élève de s'inscrire et de construire graduellement son environnement en fonction de ses besoins. Même processus, comme les élèves au secondaire sont dans des classes regroupées en présentiel, c'est la même chose au collégial à l'université. Donc, on souhaitait que ces étudiants-là soient regroupés avec un enseignant ou un conseiller pédagogique selon les besoins de l'école. Et donc, il fallait que l'intervenant s'inscrive. Vincent a une question, je pense. Il y a une question qui vient d'entrer. Comment les connaissances... Je le trouve un petit peu moins fluide. Excusez-moi, M. Tanguy, j'ai fermé votre micro par mégarde en voulant enlever le son. Okay. Non, c'est une question qui nous arrive de M. Rustom qui demande comment les connaissances manquantes ou ce qu'on appelle aussi les connaissances de base ont-elles été déterminées, choisies? De 2 manières. On a travaillé, même de 3 manières, si je dois dire. On a dans un premier état, on a regardé ce que la recherche disait, les expérimentations dans le milieu, les difficultés rencontrées par les étudiants. On a commencé à faire une liste de ce que ces recherches mentionnaient. Par la suite, on a consulté des experts qui s'intéressent à cette problématique de compétences préalables et qui disent, bon, ben voici les compétences là, qui ne sont pas acquises par des étudiants de secondaire 3. Donc, on a discuté avec eux, ce qui nous a permis d'améliorer notre liste. Et notre troisième ressource, c'est les enseignants qui travaillaient avec les étudiants qui ont des difficultés en français et en mathématiques, qui ont regardé cette liste et qui ont dit, oui, mais avez-vous pensé à telle ou telle et telle chose? On ramenait toujours l'objectif de dire, on veut pas offrir tout ce qui se passe en français ou tout ce qui se passe en mathématiques, parce qu'il existe d'autres sites qui le font, mais on veut vraiment répondre à un besoin de qu'est-ce qui me manque et de trouver rapidement ce qui me manque par rapport au français et en mathématiques. Suite à ça, on a fini avec les élèves qui, eux, nous ont dit, oui, ça répond bien à notre besoin. C'est sûr que les élèves, c'est parfois moins facile d'identifier toutes leurs difficultés, mais ce qu'on a constaté, c'est que tous les élèves avaient les outils qui permettaient de combler leurs compétences de base. OK? Alors, on poursuit. Alors, donc, l'intervenant aussi s'inscrit dans l'objectif d'être affilié à son groupe d'élèves, que ce soit, comme je le disais, un conseiller pédagogique ou
un professeur. Parce que parfois, on a eu beaucoup de professeurs en mathématiques qui ont demandé à ce que leur groupe, leur classe, puisse suivre SamiPro. Et très rapidement, le professeur disait, oui, mais il y a des choses vraiment intéressantes au niveau de leur stratégie d'études et tout. Est-ce qu'ils peuvent? On disait, mais oui, ça fait partie de l'environnement. Donc, l'étudiant, dans un cheminement personnalisé, peut aller chercher ces outils. Première visite, ce que vous ne verrez pas, c'est pour ça que je me suis permis de vous le mettre en PowerPoint, parce que très vite, on va aller directement sur le site. Quand l'étudiant rentre dans l'environnement, on lui souhaite le bienvenu. Donc, ici, vous voyez, bonjour Louise, c'est moi. On me souhaite le bienvenu et on lui présente les outils qu'ils peuvent explorer dans l'environnement. Il n'a tout simplement qu'à cliquer sur un des outils qui l'intéresse et il rentre automatiquement dans l'environnement. Mais avant, je trouvais important de vous mettre en lumière un peu qu'est-ce qu'on offre comme contenu pour les 3 aspects qu'on traite. Donc, l'intégration scolaire, ça touche les programmes d'études. C'est quoi? J'ai choisi un programme d'études, mais j'ai un peu de difficulté par rapport à ça. Comment je peux fonctionner? Alors, on essaie de les aider, que ce soit en formation professionnelle, en éducation des adultes ou en formation générale. J'ai de la difficulté à m'intégrer dans mes cours. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'outils qui peuvent favoriser cette intégration? Et très vite, les jeunes nous ont dit, oui, mais on aimerait ça, vous nous parliez du marché de travail par rapport à ce qu'on fait, comment on fait, comment on recherche un emploi. Alors, ça devenait un besoin, c'est revenu récurrent. Donc, on a rajouté une explication de ce qu'était le marché du travail et la recherche d'emploi. Beaucoup nous parlaient, ça c'était dans les revues de littérature et tout, et les experts disaient, souvent, le problème d'abandon vient de la relation avec les autres. On a la difficulté soit d'échanger avec son professeur, d'échanger avec d'autres étudiants, particulièrement du côté autochtone. Ça serait intéressant que vous abordiez un peu cet aspect et naturellement, le budget personnel de tous les étudiants ou élèves en éducation des adultes et en formation professionnelle qui souvent doit gérer le travail, la famille et les études. Au niveau des stratégies d'études, on a particulièrement travaillé sur un certain nombre de stratégies qu'on a regroupées, toujours là avec l'avis des experts, des enseignants, qu'on a regroupées sous plusieurs étiquettes qui permet et vous allez voir, qui permet une recherche plus rapide. Au départ, au niveau des connaissances préalables, on avait le français mathématiques, mais très vite, on s'est aperçu que nos étudiants avaient un certain nombre de difficultés au niveau de l'utilisation des technologies pour rédiger un travail et on a, à ce moment-là, décidé de leur proposer un certain nombre d'outils qui pourraient les aider. J'arrive dans mon espace personnel. Une fois que j'ai cherché un outil, je rentre dans mon espace personnel. Vous voyez ici, j'ai pris le nom de ma mère, Adrienne Desrochers, qui va me suivre tout au long. Pour vous montrer un peu, parce qu'on ne peut pas vous montrer un élève réel, puisque tout ça, c'est confidentiel. Donc, on a développé un élève et j'ai pensé à ma mère pour le faire. Donc, chaque élève possède un espace bien à lui et un avatar qui le représente. Lorsque je m'inscris, je décide si je veux être représentée par un homme ou une femme. Et si je décide d'être représentée par un homme ou une femme, j'ai plusieurs exemples d'hommes et de femmes. Cette fois-ci, je vous donne 2 exemples de personnages que je peux utiliser et qui me permettent de me représenter. Alors là, je vais faire une bascule et je vais être maintenant dans l'environnement tel quel que je vous présente. Vous retrouvez ici mon personnage que j'ai identifié, que j'ai trouvé et qui faisait mon affaire. Lorsque je rentre dans mon environnement, je rentre toujours avec mes outils d'aide. Donc, ce que j'ai décidé, ce que je veux garder dans mon environnement. Si j'ai travaillé pour chacune des thèmes que je vous ai montrés précédemment, si je veux savoir les outils que j'ai choisis dans ces thèmes-là, tout simplement, comme ici, on va parler surtout de la production numérique, qui est le titre de notre rencontre, je vais sélectionner production numérique et je vais avoir les outils que j'ai soit regardés ou soit sélectionnés pour un futur regard.
Comment je le sais? Tout simplement parce que au niveau de chaque outil, j'ai un œil qui me dit « j'ai examiné tout l'outil en tant qu'élève » et ici, j'ai une étoile pour dire « j'ai trouvé que cet outil-là, j'aimerais le garder dans mon dossier personnel parce que j'aimerais le reconsulter régulièrement ou une fois de temps en temps. » Si je n'ai pas vu un outil, automatiquement, l'œil n'est pas présent. Donc, ça me permet de savoir en tout temps quels sont les outils que j'ai déjà vus et les outils que je n'ai pas encore regardés. Ça, c'était le premier élément que les élèves nous disaient. On veut savoir qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Pour savoir, parce que les gens disent « comment les gens peuvent savoir tout ça? » On a mis un aide contextuel qui explique chacun des éléments qu'on retrouve dans l'écran. Ce qui fait qu'un élève, lorsqu'il rentre, on a réalisé après la dernière phase qu'il n'y avait plus de questions des élèves pour dire comment ça fonctionne. Parce que l'aide leur permet, un peu comme vous pouvez voir ici, leur permet d'avoir l'ensemble du fonctionnement de chaque page web. Une fois que j'ai compris, je peux aller précédemment et une fois que j'ai compris l'ensemble, vous voyez ici, il y a 10 éléments qui m'expliquent la page. J'ai tout simplement, je clique sur « J'ai compris » et je reviens dans ma page. Alors, vous allez voir, ce petit bouton se retrouve dans toutes les pages et permet à l'élève, et la même chose quand on va être dans l'environnement de l'intervenant, permet à l'intervenant de bien comprendre le fonctionnement de chacune des pages. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Vous allez voir, quand on fait un outil d'aide, on retrouve plusieurs éléments qu'on va voir plus en profondeur. Mais comme on est dans la page personnelle de la personne, si cette personne a fait un exercice, l'information va se retrouver dans ses résultats parce que chaque outil leur permet d'aller vérifier leurs connaissances. S'il a fait l'exercice, tout simplement, s'il clique sur les résultats, il voit ce qu'il a réussi. Alors, vous voyez ici, il y a une question qui n'a pas, il reste une question dans laquelle ça n'a pas été répondu et il a le corrigé de l'ensemble de ces exercices qu'il peut regarder et reviser. Une fois qu'il a regardé ses résultats, il a tout simplement à revenir dans ses outils. Autre élément, je ne sais plus très bien qu'est-ce que c'est cet outil. Alors, s'il clique sur le « i », automatiquement, il va avoir un petit résumé qui va lui permettre de savoir qu'est-ce que ce contenu lui permet d'avoir comme information. Alors, vous voyez, au fur et à mesure, je peux aller voir et décider. En tout temps, je peux changer l'ordre de mes outils et je peux changer aussi les dates de plus récents à plus anciens. Je décide de regarder un outil particulier, mais avant, si vous me permettez, nous allons regarder que veut dire l'avatar. On a un avatar qui lui permet de lui poser des questions, de lui expliquer des nouveautés, de répondre à un certain nombre d'interrogations. Et on a intégré à l'intérieur de l'avatar, on a intégré aussi quelques questions d'évaluation. Donc, une fois de temps en temps, quand vous voyez, on avait un petit 1, ça veut dire quelque chose de nouveau qui sollicite l'élève. Alors, ici, je vais le fermer. Là, vous voyez, l'avatar n'a plus rien. Donc, j'ai vérifié. J'aurais pu accéder directement à la suggestion. Si je veux effectivement faire un jeu, j'aurais pu accéder directement à la suggestion. Donc, j'aurais pu, à ce moment-là, faire une activité nouvelle qu'on me propose. Alors, je vais maintenant vous inviter à aller voir « Trouver des outils ». Si j'ai décidé que j'avais tout fait, ça aurait pu. Si j'avais des yeux partout, si j'avais des étoiles partout dans mon dossier personnel, je vais dire « j'aimerais ça aller voir d'autres outils dans production numérique ». Et là, avec le temps, les étudiants nous disaient « moi, je sais exactement ce que je veux » ou « je ne sais pas trop comment dire ma difficulté ».
Ou d'autres disaient, ben nous, on a l'habitude des cartes conceptuelles, on aime ça, c'est regroupé. Donc, on a essayé d'offrir différents moyens pour chercher une information. Le premier moyen, la carte conceptuelle que vous voyez au bas de l'écran. Une grille de difficulté à l'aide du jeu ou tout simplement par mots-clés. Si j'utilise la carte conceptuelle, on a regroupé 5 thèmes dans la carte conceptuelle et dans ces 5 thèmes-là, par exemple, savoir rechercher des sources, on a regroupé, comme on retrouve dans les cartes conceptuelles, des sous-thèmes et dans ces sous-thèmes-là, on leur propose un certain nombre d'outils qui touchent les sources documentaires, qui touchent le repérage des documents sur le web. Alors donc, je peux choisir un outil. En tout temps, j'ai le résumé, si je veux le choisir. Vous voyez que même dans trouver les outils, comme c'est un environnement personnalisé, pour ne pas que l'élève dise « je recherche 3 fois le même outil », on lui indique quels sont les outils qu'il a déjà vus ou les outils qu'il a mis comme éléments préférés. S'il dit « construire une carte conceptuelle m'intéresserait beaucoup », et que je clique sur « Favoris » parce que je n'ai pas le temps de le lire, tout de suite, on me dit « L'outil a été ajouté dans ta carte personnelle. » Tu n'as pas le temps de le lire, mais quand tu pourras revenir dans ton dossier personnel, tu retrouveras l'outil. Donc, c'est à la fois permettre de visionner tout de suite l'outil ou de le garder dans son dossier personnel pour un apprentissage ultérieur. Autre façon de chercher, c'est à l'aide d'une grille de difficulté. Alors, la grille propose un certain nombre, et là, je vais vous montrer, propose des items sans les outils, mais qui va dire dans des mots qu'on a validés avec les élèves, vont dire comment dire ma difficulté, comment je devrais l'exprimer. Alors, l'outil, si je dis, j'ai des problèmes pour établir mon horaire de travail scolaire et que je clique, on me propose un outil. Parfois, comme vous allez voir ici, pour faire une recherche dans les bases de données, on va m'en proposer plusieurs et c'est à moi de décider lesquels m'intéressent le plus. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions encore, nous continuons. Il y a aussi à l'aide d'un jeu. Les élèves nous disaient « on aime ça jouer, on aime ça faire en sorte de trouver des outils à l'aide d'un jeu. » Alors, on les a questionnés. Oui, Vincent? Oui, j'ai une autre question. L'élève sélectionne-t-il les outils selon les besoins identifiés par lui, selon ceux qui ont été identifiés par son enseignant ou encore selon ces 2 possibilités? Autrement dit, l'enseignant peut-il faire apparaître un outil particulier dans la liste d'un élève s'il observe un besoin spécifique? Si oui, est-ce identifié d'une manière particulière dans la liste de l'élève? Bon. Est-ce qu'un enseignant peut identifier des outils que tel élève ou que même sa classe devrait utiliser? On a effectivement, c'était une question de nos enseignants qui nous ont posé à un moment donné en disant « Louis, il commence à avoir beaucoup d'outils. Nous, moi, je suis professeur en mathématiques, j'aimerais conseiller plus en mathématiques dans ma classe. D'autres disaient « moi, je suis conseiller pédagogique, j'aimerais mieux proposer quelques outils que je sais, gestion de temps, écoute et lecture, que je retrouve régulièrement auprès de mes élèves. » Alors, on leur a proposé, et là, vous allez le voir ici, les enseignants peuvent proposer une série d'outils à leurs élèves. À partir du moment que ces outils-là sont suggérés, on est toujours dans la philosophie que l'élève a le droit d'accepter ou pas que ces outils-là soient utilisés par lui-même. C'est toujours un choix parce qu'il y a des élèves qui auront une connaissance de certains de ces outils-là. Donc, on leur offre 2 possibilités. Et cette possibilité-là s'affiche dès qu'il s'inscrit. Un élève dans un groupe, s'il s'inscrit, automatiquement, la première chose qu'il va voir, c'est les outils suggérés par son enseignant. Il peut faire 2 choses. Il peut cocher tous les outils qui ont été suggérés par l'enseignant. Vous voyez, s'il y en a plusieurs. Il peut cocher tous ces outils ou, comme a fait Adrienne, qui est un petit peu autonome d'une certaine façon, elle s'est dit, moi, j'aimerais ça garder ces 2 outils-là
Puis les autres, ben, il y en a un outil que non, je sais très bien faire mes fiches bibliographiques, je n'ai pas besoin. Si je décide que tous ces outils-là sont pertinents pour moi, l'élève n'a qu'à cocher tous ses favoris et ça va se transférer automatiquement dans le dossier personnel qu'on retrouve ici. Si je clique, ça va se transférer dans ces outils. Alors, donc, en général, c'est 8, 9 ou 10 premiers outils que l'enseignant souhaitait par ordre d'importance que l'élève regarde, se transfèrent automatiquement dans ses outils personnels, donc son propre cheminement. Par la suite, il peut rajouter des outils. Oui, Vincent, est-ce qu'il y a une autre question? Non, ça va? Merci. Non, ça Parfait. répond bien, je pense. Alors, probablement, je ne reviendrai pas sur cet outil, puisque je devais en parler un peu plus tard, mais je trouve que c'est important. Alors, soit c'est un choix très personnel, ou soit chaque enseignant peut suggérer à leur élève un certain nombre d'outils qu'ils vont regarder en premier lieu. Alors, ça, c'est nos enseignants qui disaient, bien, nous, nos difficultés sont peut-être différentes d'une école à l'autre, d'une classe à l'autre, selon l'approche qu'ils ont. Alors, ils peuvent le faire très facilement. Je reviens dans trouver mes outils en production numérique. Je reviens à l'aide d'un jeu. On ne jouera pas très longtemps. Pourquoi 2 jeux qui traitent des mêmes objets de recherche? Parce qu'on a des clientèles différentes. Au début, on se disait, on va tester. On a d'ailleurs testé, on avait trouvé une vingtaine de jeux et on a rencontré les élèves. On leur a dit, c'est quoi vous aimez? Alors, les élèves, c'était les élèves formation générale, formation des adultes et formation professionnelle et éducation des adultes. Ben, les 2 numéros 1 ont été différents. Pourquoi? Parce que Jeu millionnaire, vous allez le voir, pour ceux qui connaissent ce jeu-là, correspond plus aux 30 ans et plus. Et Lance le lapin, qui est un jeu d'adresse, correspond plus aux plus jeunes. Alors donc, on s'est dit, si on veut rejoindre l'ensemble de notre clientèle, on va développer 2 jeux qui vont leur permettre de réviser la matière ou de trouver un contenu en fonction de leurs besoins. Alors, très rapidement, mais ça va être très rapide parce que sinon, on s'embarque dans le jeu et on va jouer longtemps. Donc, le jeu s'affiche. Il y a du son. Si je ne veux pas l'entendre, j'éteins mon son. Moi, je ne suis pas une personne qui aime jouer avec du son. D'autres adorent jouer avec le son. J'ai un aide contextuel, encore une fois. Donc, on m'explique les règles du jeu. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que je peux faire avec? Donc, en tout temps, si on ne sait pas comment jouer au millionnaire, et là, vous allez voir à la fin de la partie, si je ne réponds pas bien aux questions, on va me suggérer des outils d'aide pour m'aider à résoudre mon problème. Et la seule chose que j'ai à faire lorsqu'on me suggère ces outils, c'est un peu comme les outils suggérés par l'intervenant. Je n'ai qu'à cliquer tous mes outils et ça va s'afficher dans mon dossier personnel. Pourquoi je vous parle de cette partie? Parce que probablement qu'on ne se rendra pas jusque-là, parce que ça prend entre 5 et 10, 5 minutes à peu près, 5-6 minutes pour jouer le jeu. Et comme nous n'avons pas énormément de temps, on va y aller à l'essentiel. Alors ici, remarquez catégorie numérique, puisque chaque thème a son jeu. Alors ici, on a le jeu pour catégorie numérique. Si on veut jouer, on peut avoir des niveaux de difficulté. Plus l'élève va jouer, plus naturellement, il va aller vers le plus difficile. Si je prends facile, la mise que je dois mettre pour commencer à jouer est moins importante que plus difficile. Par contre, je gagne plus de points si je fais difficile que facile. Donc, il y a toute une question de motivation. On a traité ça avec eux, on a modifié certaines choses. Ce que les élèves nous disaient, quand on prend facile, c'est parce que les élèves vont avoir plus de temps pour répondre. Puis quand on prend difficile, si je clique sur difficile, l'élève a moins de temps pour répondre, mais il gagne plus. Alors donc, en général, on le voit dans nos statistiques, les élèves commencent par facile et graduellement, ils s'en vont vers le difficile. Alors, je me mets à jouer. Le jeu de millionnaire, qu'est-ce que c'est? C'est de gagner le million. Chaque fois que je gravis un échelon, j'ai une phrase auquel je dois répondre. Si je n'ai pas fait l'outil, ben, ça va peut-être être plus difficile. Si j'ai fait l'outil, ben, ça va être plus facile.
Alors, c'est aussi une motivation pour encourager l'élève à aller voir l'outil. Vous voyez là, 60 secondes, 59 secondes, 58. Alors, ici, savoir la différence entre une citation courte et longue, une paraphrase et une référence. Alors, je suis une phrase de 3 lignes et moins tirée d'un texte d'auteur. Qui suis-je? Je vous demanderai peut-être de peut-être me donner une réponse, un de vous, si vous savez la réponse. Vous pouvez ouvrir votre écran, puis si quelqu'un veut tenter de me donner une réponse. Alors, je vais le faire pour vous. Ben, quelqu'un dans le chat a osé dire citation courte. Ah, OK, merci, c'est ça. Si vous ne voulez pas le dire verbalement, merci Claudia. Donc, on va essayer la citation courte. Voilà, c'est une bonne réponse. Donc, vous voyez, il y a une rétroaction. Je peux en tout temps revoir la question. Donc, il y a une rétroaction. Il y a parfois des images, parfois pas. Ça dépend. Vous allez voir, si je continue, je gravis un échelon. Et là, vous allez voir qu'on va faire ici, on va donner une mauvaise réponse pour voir ce que ça donne. Alors, si je ne connais pas la réponse, j'ai 3 options pour me dépanner, pour arriver à atteindre mon million. Soit que je vais éliminer 2 des 4 réponses, soit je vais faire appel au grand public, ou soit je vais sauter la question. Mais je ne peux utiliser qu'une fois mes jokers. Chez les jeunes, ils appellent ça les jokers. Alors, je lis ma question, je dis « je ne suis pas sûre », donc on va prendre un 50-50. Donc, il me reste 2 possibilités. Alors, selon moi, je suis un paragraphe autonome tiré d'un texte d'auteur. Qui suis-je? Est-ce que quelqu'un veut tenter la bonne réponse? Dans le chat ou à l'oral? J'aurais une question à poser après ça, Louise. Oui. Alors, est-ce que c'est une paraphrase ou une citation longue? Citation longue, qu'on me dit. Parfait. Vous avez raison. Alors, encore une fois, vous voyez le texte qui explique à quoi sert une citation longue. Donc, le jeu ne sert pas juste à dire bravo ou désolé, mais donne la possibilité d'apprendre quelque chose. Oui, Vincent. 2 questions. Est-ce qu'on peut écouter les questions et réponses? Première question. Deuxième question. Oui, je peux dire oui, mais remarquez ici, là, j'ai fermé mon son parce que je ne voulais pas avoir une double en même temps moi et en même temps le système. Oui, toutes les questions, les réponses et les rétroactions sont sonores. OK. Est-ce que, deuxième question, est-ce qu'il y a des aides pour les élèves qui ont des besoins particuliers? Personnes ayant de la dyscalculie, dysorthographie, est-ce que c'est dans ce sens-là? Je ne sais pas. Par exemple, comme la lecture de la question. Oui, en ayant du sonore. OK. Est-ce que automatiquement, ils ont du sonore. Est-ce que tout le contenu de la plateforme peut être lu par une synthèse vocale? Tout à fait. Vous allez voir, on se rend là. J'ai commencé par les outils de recherche. Vous allez voir tout est sonore. Parfait. Merci. On continue. Alors, je me permets, je vais le faire rapidement pour que vous puissiez voir les différentes options. Alors ici, je fais un appel au grand public. Ça veut dire à tous les autres élèves. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, le public? Alors, on me dit que c'est le B, qui est à 61 %. Mais là, je dois décider si le public, est-ce qu'il a vraiment raison? C'est ce que le public a répondu. Donc, si je connais vraiment pas la réponse, je vais mettre B. Et oui, le grand public a raison. Il y a un dernier, je me permets de le montrer. Ici, je me dis, ouais, mais je ne sais pas la réponse. Je suis un chiffre en exposant après une citation. Je regarde le tout, c'est-tu aucune de ces réponses? Alors, je peux sauter la question. Alors, donc, là, j'ai utilisé mes 3 jokers. Ça veut dire que si je n'arrive pas à répondre correctement, le jeu va se terminer. Alors, ici, donc, laquelle c'est le nombre de présentation n'est pas exact. Je vais mettre ça en espérant que ce n'est pas la bonne réponse. Non. Donc, on me dit non, vous avez la mauvaise réponse. Voulez-vous continuer? Alors, j'ai de l'argent. Alors, tant que j'ai des sous,
je peux continuer. Ça veut dire que j'ai une autre possibilité de répondre. Alors là, je ne sais pas, je vais y aller au hasard. On va y aller. Attendez, n'est pas exact. Alors, je vais mettre celle-ci. Ah, j'ai la bonne réponse. Donc, je vais continuer rapidement parce que je vais essayer de vous montrer la fin, si on peut le faire rapidement. Bon, ça, oui. Alors, il y a une possibilité de réajuster mes jokers. Alors, écoutez, j'aurais voulu vous rendre jusqu'à la fin, mais comme je veux vous montrer les deux jeux, je vais être obligée de quitter. Normalement, quand j'ai terminé, là, on dit le jeu est over. Et là, on affiche les outils pour lesquels je n'ai pas bien répondu. Et je peux décider de les transférer. Alors, je vais retourner. Alors, voulez-vous sortir du jeu? Oui. Toutefois, toutes les données vont être enregistrées. Donc, l'élève sait exactement ce qu'il a réussi ou non. Je vais retourner dans mes jeux. Je vais cliquer de nouveau à l'aide du jeu. Et là, je vais faire « Lance le lapin ». Et ça, c'est plus les jeunes. Les jeunes, je ne sais pas si vous avez déjà joué Angry Bunny. Encore une fois, si vous me permettez, j'éteins le son, donc on n'entendra pas la voix pour me permettre de bien vous le présenter. Et je vais vous donner donc, comme les jeux de défis, de tir ont toujours des paquets pour graduellement monter. Si c'est la première fois que je le fais, j'ai un tutoriel qui m'explique l'ensemble du jeu. Je ne vais pas vous le présenter. Ici, je suis rendue, j'ai obtenu 2 étoiles dans ma 2e catégorie. Je vais essayer la 3e catégorie. Vous voyez, mes lapins apparaissent. Alors, l'objectif du jeu, c'est de détruire le château. Alors, vous voyez, c'est un jeu qui est beaucoup aimé par les jeunes. Et naturellement, je ne le vois pas, le château. C'est ça qui est le défi. Je le regarde une fois, j'évalue où je suis et je vais tenter de détruire le château. Par défaut, on me donne 2 lapins. Si je n'ai pas assez de lapins, je vais aller me chercher des lapins supplémentaires en cliquant sur le 0 et ici, et selon que je réponds aux questions ou pas, je vais gagner des points. Donc, si je vais avoir plus de lapins, je vais répondre de plus en plus aux questions. Les questions qui s'affichent ici, si je suis Adrienne, ça ne sera pas les mêmes questions que j'ai eues dans l'autre jeu, parce que les 2 jeux se parlent, se communiquent. Ça veut dire donc je ne recommence pas à 9, parce que l'idée, c'est que je passe à travers toutes les questions qui touchent à tous les outils. Donc, au fur et à mesure que j'avance, je peux passer d'un outil à l'autre. Alors, ici, par exemple, si on veut répondre correctement, qui suis-je? Je regroupe des renseignements disposés en ligne et en colonne. Alors, est-ce que c'est une carte géographique, un diagramme, un tableau ou une énumération? Donc, je vais essayer un tableau. C'est bon. Alors, voyez-vous, je viens de gagner 60 $ parce que je suis déjà dans le paquet 3. Le paquet 3 me donne plus pour gagner. Alors, je fais continuer. Quel type de mise à page est à éviter? Alors, ici, disperser des figures dans le texte, placer un tableau en bas de page, présenter la source de la figure. Je vais mettre ça. Oui, je viens de gagner encore un autre. Donc, si j'éteins, voyez-vous, ici, j'ai maintenant 120. Je peux acheter un lapin. Ici, mon lapin rose correspond à celui le plus simple. Je tire, il touche quelque chose, ça s'abat. Le lapin de 60, quand je tire puis je clique, je fais exploser quelque chose. Le lapin à 80, quand je tire et que je clique 2 fois, ça fait une autre activité. Et si j'ai 200, ben, je peux faire un tremblement de terre et faire écrouler la structure. Alors, vous allez voir comment je suis bonne. Alors, je vais revoir de nouveau. On peut légèrement aider. Un joueur qui connaît bien son truc peut légèrement, comme moi, il va essayer de rapetisser, mais ça ne fonctionne pas parce que le défi est là. Donc, on va juste un petit peu tasser parce que je veux voir un petit peu. Puis, je vais essayer, mais vous allez voir, je ne suis pas très bonne. Donc, je vais l'envoyer et, voyez-vous, je viens de gagner un certain nombre de points. Mon pointage s'affiche ici.
et je vois mon trajet. Donc, si je suis un bon tireur, je vais savoir, et là, il me reste qu'un seul lapin. Il va falloir que je me dise, j'ai fait ça comme ça, j'ai été dans le centre, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, je vais encore un peu comme ça, et je vais l'envoyer en espérant que, bon, j'en ai encore une autre. Alors, vous voyez, là, maintenant, je peux rajouter un lapin. Donc, je vais faire ici, ça me coûte 40. Je vais rajouter un lapin et mon lapin va se ramener ici et je vais continuer. Alors, comme je vous disais, nous n'allons pas tous le faire, mais l'idée, encore une fois, c'est qu'une fois que tout a été détruit, il y a l'affichage des outils d'aide qui permet de savoir les outils que je n'ai pas utilisés. Oui, Vincent. Oui, est-ce que ça vaudrait la peine de préciser que ces jeux ont été retenus parce que l'adaptation était possible ou parce qu'ils étaient libres de droit? Un, c'est que l'adaptation était possible. Ça n'existe pas des jeux de ce type-là avec des questions, des réponses, puis arriver aux outils d'aide. Ça n'existe pas. Okay. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher une petite coquille de base parce qu'on ne pouvait pas développer un jeu complet qui coûte extrêmement cher. Donc, on est allé chercher une coquille de base qui nous permettait de l'adapter. Et à partir de ça, il y a eu un travail de presque 8 mois d'adaptation dans lequel on a fait une itération avec les élèves. Au fur et à mesure, on leur posait la question, par exemple, le coût des lapins, le tremblement de terre, le niveau de défi. Tout ça a été discuté avec les élèves. L'idée, c'était que le jeu soit le plus motivant pour les élèves. La même chose, le jeu de millionnaire. Les jokers qu'on a ajoutés, c'était les personnes qui disaient il faut que ça soit quand même qu'on puisse persévérer. Si on n'a rien fait, c'est sûr qu'on n'ira pas très loin. Donc, d'avoir des jokers, ça nous permet d'avancer, puis d'avoir le goût de rejouer. Alors, ce sont tous des éléments que les élèves nous ont informés, nous ont dit. Aussi la mise en page, le fait d'avoir le son pour avoir chacune des questions, des réponses. Tout ça, ça a été discuté avec eux. Alors ici, je peux soit rejouer et ou revenir au tout début et revenir dans mon environnement une fois que les jeux sont terminés. Actuellement, on est en train d'en développer un autre qui va se rajouter parce qu'on essaie vraiment de bien correspondre aux besoins des élèves et on reste toujours à leur écoute. Ce qui fait qu'ils nous disent, nous, on aime bien, sur les 20 jeux, ils avaient 3 jeux qu'ils aimaient beaucoup. On ne pouvait pas tout développer dans le projet, donc on en a développé 2 pour bien répondre à leurs besoins, mais on aura bientôt un 3e qui va se rajouter au contenu. Maintenant, toutes les questions, qu'est-ce que ça? Ça doit vous avoir donné le goût de savoir qu'est-ce que c'est les outils d'aide qu'on propose. Alors, je vais me permettre le dernier outil de recherche, celui qui dit « Moi, je sais ». Alors, moi, je sais, je cherche, excusez-moi, je me suis mis en majuscule. Moi, je cherche quelque chose sur la rédaction. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me propose en production numérique sur la rédaction? L'outil d'aide, selon le lieu où je suis, va chercher dans les contenus où je suis. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si je suis en production numérique, que j'utilise le thème rédaction, il va proposer les outils d'aide qui touchent le thème rédaction dans la production numérique. Donc, ici, j'ai plusieurs outils qui me sont proposés dans lesquels on parle de la rédaction. Comme vous pouvez encore une fois le constater, il y en a que j'ai vus, mais que je n'ai pas mis dans mes favoris. Et il y en a d'autres que je n'ai jamais vus et que je n'ai jamais mis dans mes favoris. Alors, si je décide que rédiger le plan de rédaction, de le souhaiter de le mettre dans mes favoris, comme si je ne l'avais pas lu, alors je vais cliquer, on me dit l'outil a été ajouté à mes favoris. Donc, je vais le retrouver quand on va revenir plus tard. Je vais le retrouver dans mes favoris. Encore une fois, j'ai mon résumé. Donc, je peux savoir qu'est-ce que je fais. Ici, vous remarquez mon avatar. Là, il vient de m'annoncer qu'il y a quelque chose de nouveau. Je vais peut-être aller voir, sait-on jamais, pour vous montrer un autre élément. Alors ici, on me demande, on me donne un autre élément, comment trouver des outils selon les difficultés. Si je le sais déjà, je vais fermer tout simplement. Sinon, je vais l'essayer. Alors, donc, je vais aller voir rédiger le plan de rédaction de son travail. Alors, ça, c'est l'outil. Comment l'outil est affiché? Je vais le mettre juste un petit peu plus petit pour vous donner une bonne idée.
si vous me permettez. J'espère que vous voyez bien. Alors, j'oubliais de vous dire que cet environnement-là fonctionne autant sur un téléphone, il s'adapte, que sur une tablette, que sur l'ordinateur. C'est sûr que là, présentement, on est sur l'ordinateur parce qu'on est en participation Zoom, mais on retrouve ces 3 types d'outils dans les 3 moyens différents d'y accéder. Naturellement, parce qu'on travaille sur une tablette, on va utiliser des menus contextuels et non plus des menus qui s'affichent à la gauche ou à la droite. Vous comprendrez pourquoi. Quand je suis sur le téléphone, il ne reste plus grand-chose à voir dans l'espace de visualisation. Donc, on a retravaillé nos environnements pour montrer plus facilement les contenus. Le même principe aussi, ce qu'on essaie le plus possible de faire, c'est que le contenu devrait s'afficher dans une page. Quand j'ouvre mon écran, ça devrait être à peu près, je ne devrais pas avoir trop de contenu qui se déroule en bas ou en haut. On me disait tantôt, est-ce qu'on peut écouter le contenu? Sais-tu ce que tu dois faire de toute l'information que tu as inscrite dans tes fiches documentaires? Tu es rendu à l'étape d'en faire la synthèse. Faire une synthèse des fiches documentaires est une opération qui consiste à réunir en un an. Alors, vous voyez, dans chaque page, on retrouve « Écoutez ce texte ». On remarque, parce qu'on a des façons de voir les traces lors de l'expérimentation, que souvent l'élève allait lire et écouter en même temps. Et ce qui lui permet à ce moment-là d'avoir une lecture, comme on dit, comme s'il était dans la classe, tout en écoutant le professeur, en regardant quelque chose. Selon où il va, par exemple, il va naviguer dans chaque environnement. Quand je vous montre la table des matières, c'est pour vous montrer qu'il y a une partie textuelle, mais il y a le même contenu qui est repris au niveau vidéo. Donc, si l'élève ne veut pas, et ça, c'est lui expliqué dès le départ, si l'élève ne veut pas du tout lire, mais juste écouter de la vidéo, il retrouve l'ensemble des contenus sous mode vidéo. Donc, à chaque fois qu'il voit une visualisation, c'est le texte précédent qu'il retrouve soit découpé, parce que des fois, les vidéos seraient trop longues, donc de découper l'ensemble des contenus. Je vous ai fait remarquer qu'il y a des exercices dans chaque outil qui peuvent varier entre 1 et 8 questions, qu'on peut voir en tout temps son résultat, c'est corrigé, et si l'élève souhaite garder le contenu, il peut le télécharger en format PDF. Alors, regardons rapidement. Par exemple, regrouper les blocs d'information. Je veux, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous me permettez. Ici, encore une fois, toujours dans l'idée de garder toujours la même page. Si je veux aller plus loin, j'ai du contenu qui me permet d'afficher, un peu comme si j'étais dans un écran de tablette. J'ai un contenu et même ce contenu qui s'affiche en supplément, je le retrouve au niveau du mode de l'écoute. Donc, on retrouve 3 façons d'apprendre. Lire, lire et écouter et voir des vidéos. Je continue, j'ai fini de voir ça, je vois à la prochaine page. Ici encore, j'en ai 2. Toujours, vous voyez, dans l'esprit de faire en sorte que ça reste toujours dans la page. Ici, encore une fois, je peux l'ouvrir, j'ai mon étiquette, j'ai mon explication. Donc, toujours dans cette idée d'être dans une page. Et là, je vais me permettre d'aller voir la vidéo et on a retravaillé les contenus et on a formé une vidéo pour expliquer cette démarche-là. Alors, l'élève a tout simplement à regarder la vidéo. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'exercice? On va un petit peu plus loin. Alors, les questions, c'est une à la fois. Ici, la personne a déjà répondu à la question, donc il y a une rétroaction. Si elle n'avait pas répondu à la question, il devrait au départ marquer sa réponse et automatiquement, la question s'afficherait. Alors ici, je ne sais pas, je pense que qu'on a répondu à toutes les questions. Alors, je vais aller voir si je veux garder mes résultats. Donc, qu'est-ce que j'ai eu comme réponse? Et si je veux voir mon corrigé, voilà, j'ai le corrigé.
En tout temps, je peux en faire une version PDF. Donc, je peux le garder pour faire une revision. Mais de toute façon, les élèves reviennent et dans leur dossier personnel, ils ont tous les corrigés. Donc, ils ont déjà ça accessible, vous en souvenez, dans mes outils d'aide. Alors, ici, ensuite, on a, pour en savoir plus, les enseignants disaient, bien, si l'élève allait plus loin, comment il le fait? Mais en même temps, il y a le respect des droits d'auteur. Donc, on indique aussi d'où vient notre outil de soutien et ce qu'on a demandé aux gens, si on pouvait utiliser ces éléments-là pour le mettre dans nos contenus. Enfin, je vous ai expliqué qu'on pouvait mettre un contenu en PDF et voilà, j'ai l'ensemble du contenu en PDF. Alors, l'étudiant peut le sauvegarder. Alors, je reviens ici. Bon. Alors, ça, ce sont les outils qui sont proposés aux étudiants. Vous remarquez l'étoile qui est ici, donc cet outil-là a été mis dans mes outils. Remarquez aussi, ici, vous avez l'aide, toujours en temps réel. Et si je retourne dans mes outils, alors ici, je vais essayer de voir si on peut dans production numérique. Et je vais mettre les dates. Je vais changer les dates. Ici, donnez-moi un instant. Je vais rechanger de nouveau pour voir qu'est-ce qui est le plus récent. Alors, voyez-vous, dernier outil que j'ai utilisé en date d'aujourd'hui, c'est rédiger le plan de rédaction qu'on vient de voir. Donc, l'élève, puis voilà ses résultats, un peu comme je vous le mentionnais, qui correspond aux résultats et aux corrigés que l'élève peut regarder. Alors ça, les élèves disaient, c'est le fun d'avoir ça tout dans le même endroit, de voir ce qu'on a vu, de voir ce qu'on aime, de voir les résultats qu'on a eus, puis à quel moment on l'a fait. Dernier élément, le profil. L'étudiant peut en tout temps changer sa fiche d'inscription. Par exemple, j'aime pas mon avatar, je peux le changer. Ce sont des avatars qu'on suggère. Donc, je peux changer mon avatar. Je peux changer mes mots de passe aussi. Donc, j'ai la possibilité à l'intérieur de mon profil de modifier ou je peux changer de groupe aussi parce que d'un professeur à l'autre, je peux changer tout simplement de groupe pour avoir les outils suggérés par mon professeur. Je peux créer des notes personnelles. Je peux également, et ça les intéresse beaucoup, créer un profil d'apprentissage. À l'intérieur de leur cheminement, ils peuvent savoir comment ils apprennent. Et nous avons 8 questionnaires simples à remplir qui leur permettent d'établir leur profil. C'est intéressant pour l'enseignant de savoir un peu comment l'étudiant traite l'information, comment il aime apprendre. On a une série de questionnaires. Vous allez voir ici, la personne en a rempli 2, mais elle pourrait remplir les autres. Comment elle aborde les études, quelle sorte de stratégie qu'elle utilise, comment elle gère son travail. Toutes ces informations-là sont accessibles à l'enseignant. Et à la fin, naturellement, on a toujours la foire à questions qui permet de répondre aux questions de base qu'on n'aurait peut-être pas pu faire à l'aide de l'aide, quoi que ce soit. Naturellement, on invite l'étudiant à se déconnecter pour vraiment que son élément personnel se déconnecte. Maintenant, je voudrais vous montrer, si j'arrive, je me permets de vous montrer que je peux rentrer dans Sami Pro et je peux me connecter à un environnement personnel. Ça, c'est mon environnement à moi, en tant qu'intervenant. Vous allez juste voir le départ. Je m'excuse, je ne peux pas me permettre de vous présenter parce que ce sont tous des vraies personnes et on s'est engagé à la confidentialité. Donc, je rentre, comme ici, ma présentation, il y a 7 personnes et ces 7 personnes-là, ce sont des personnes réelles qui travaillent, qui sont des élèves, donc qui ont accepté de nous alimenter pour avoir des éléments de présentation et nous permettre de développer notre PowerPoint pour vous le présenter. Donc, je vais passer au niveau du PowerPoint, mais vous retrouvez exactement les mêmes choses dans l'environnement d'intervenant. On aimerait bien vous les présenter, mais
en temps réel, mais c'est une question de respect pour les enseignants et les élèves. Oui, Vincent. Oui, avant de passer à l'autre section, là, j'avais une question qui disait, est-ce que c'est l'outil de synthèse vocale qui est utilisé, est-ce qu'il est spécifique à la plateforme ou bien c'est un outil qui vient de WordQ ou de Lexibar qui permettait d'utiliser la partie vocale? Nous, c'est un outil qu'on a trouvé, auquel on a acheté le droit d'intégrer dans notre plateforme. Et cet outil-là, parce que chaque fois que vous changez de personnage, la voix change. Alors, c'est un outil qui s'adapte, c'est une vraie voix numérique qui lit le texte et, dépendamment du personnage pris, la voix va être différente. OK. Alors, la personne, c'est pour ça que la personne dit, ben moi, mon avatar, je n'aime pas sa voix, je peux changer d'avatar, donc ça va changer la voix. Alors, est-ce que c'est complexe de faire ces changements-là pour un utilisateur? Non, c'est tout simplement changer d'avatar. OK. Tantôt, je vous ai montré le formulaire d'inscription qui permettait de changer l'avatar. Alors, ça, il le sait, l'étudiant, c'est indiqué si vous voulez avoir une autre voix. Bon, l'étudiant va dire, oui, mais j'aime bien l'avatar, mais j'aimerais changer de voix. On n'a pas réussi à créer comme une espèce de sous-section parce que c'est quand même quelque chose d'avoir une voix différente par avatar. Donc, pour le moment, avec le type d'outil qu'on a, c'est le changement d'avatar qui permet de changer de voix. Très bien, merci. Mais c'est un outil qu'il faut acheter, ce sont et qu'il faut adapter nous-mêmes. Alors, il y a du travail à faire pour adapter puis que ça réponde bien à notre besoin. Mais c'est intéressant parce que chaque voix est différente. Ça va? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'avais une autre question. Oui, j'aurais une autre question. Une question sur les profils. Pourriez-vous revenir sur les profils? En quoi la connaissance de ou des profils aide l'élève? Autrement dit, comment sait-il ou apprend-il à en tirer profit pour son étude? Je ne sais pas si la question est claire pour toi. Là. Oui, parce que, regardez, je vais vous montrer le profil de… Attendez, mon profil. Ce qu'on dit ici, l'élève, il trouvait ça intéressant parce qu'il dit… ici, tu vois, c'est un assimilateur. Bon, c'est une personne qui a tendance, puis ça se voit, hein, nous, on fait les liens entre ce que la personne fait et comment il navigue. Alors ici, on dit, c'est une personne qui aime mieux apprendre par les choses, vers les concepts abstraits, les choses et les objets. Il est également un bon observateur. Sa ressource, c'est, vous allez dire, c'est des modèles théoriques. Il faut dire qu'ici, c'est un résumé. Si je veux en savoir plus, hop là, ça arrive une fois de temps en temps. Si je veux en savoir plus, ça donne des explications plus en détail. Ici, regardez, je préfère apprendre en lisant les textes et les livres. Donc, cette personne-là, quand elle va naviguer dans l'environnement, elle va surtout utiliser les pages web textuelles. Elle aime moins l'apprentissage des graphiques, des films, des illustrations. Ben, imaginez un élève qui aime lire puis qui n'aime pas tellement avoir de présentation multimédia. Ben, si cet élève-là n'a que ça constamment, il y a une démotivation qui va se créer et ça peut effectivement amener à un abandon des études. Effectivement, il faut que ça soit longuement répété pour qu'avant l'élève se décourage parce qu'il apprend un peu moins bien en utilisant, sinon pas, la technique de la lecture. Et on sait que c'est maintenant, avant c'était 40%, maintenant c'est autour de 25 à 30% des étudiants qui ont ce mode. La même chose, les conditions d'apprentissage. Quand on sait que l'élève, pour lui, c'est assez important d'être avec les autres, puis qu'il n'est jamais avec les autres, ça va avoir un impact sur son apprentissage. Si on sait que pour lui, la structure est assez importante, puis il est laissé libre à lui-même, il y a un problème à l'apprentissage. Si pour lui, c'est important d'apprendre de façon autonome, puis on ne lui permet pas, et ainsi de suite. Donc, ça permet à la personne d'avoir une meilleure connaissance de ce qu'elle est. Ça permet aux enseignants aussi, vous allez voir, dans les statistiques, ça permet à l'enseignant de savoir, dans ma classe, j'ai 40% de mes étudiants sont des assimilateurs. Donc, des gens qui aiment lire, des gens qui aiment
Alors, je vais favoriser. Mais j'en ai aussi 40% qui aiment l'illustration. Donc, normalement, je vais essayer de donner 50-50 pour permettre à tous mes élèves d'être bien. Si je suis en formation à distance, ben, je vais offrir les deux. Fait que ça va régler le problème. Un étudiant un peu comme on fait avec Sami Persévérant, avec Sami Pro, on a offert uniquement de la lecture audio ou du visuel. Parce que selon les conditions d'apprentissage de la personne, elle va se sentir bien avec l'un ou l'autre des outils. Alors, et ça renseigne l'enseignant, puisqu'il y a des statistiques globales. OK. Ça va. Bien, merci beaucoup. Merci. Alors, si vous permettez, est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on passe Oui, mais je pense bien que tu vas y répondre plus tard. C'est demander si tout ce que tu présentes là, c'est accessible à l'enseignant. On va arriver dans l'intervenant enseignant. Là. Oui. Très bien. Ça va. Tout à fait. Bonne question au bon moment. Alors, permettez-moi, je vais ouvrir. Alors, je vous rassure, là, tout ce que vous voyez là, c'est exactement ce qui se fait, mais en temps réel. Ça veut dire que chaque fois que je vais afficher quelque chose, si j'ai un élève qui a travaillé 1 heure avant, le travail qu'il aura fait s'affiche dans l'environnement. C'est pour ça que parfois, lorsqu'on rentre dans l'environnement, c'est un petit peu lent pour s'afficher parce que, imaginez, vous avez 30 élèves, puis ils ont travaillé 15 minutes avant, bien, tout ça doit se rafraîchir. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'informations qui est donnée à l'enseignant. Alors, l'objectif pour les intervenants, donc le conseiller pédagogique ou l'enseignant, c'est d'assurer, s'il le souhaite, un suivi quotidien en temps réel des élèves. Il vient de voir son groupe de classe ou il est avant de voir son groupe de classe, puis il leur a recommandé de regarder tel élément en mathématiques. Il va juste aller vérifier si ça a été fait. Donc, il y a déjà une information, si tous les élèves ont passé, ce qui est rare, mais si tous les élèves ont passé à travers, bien, il va partir d'une compétence qui devrait normalement être relativement acquise. Donc, il va faire un simple résumé. Si les élèves ne l'ont pas fait, bien souvent, il va falloir prendre un temps assez important dans l'horaire de classe pour leur expliquer. Donc, c'est un outil qui leur permet de un peu régir ce qu'ils vont présenter dans la classe. Ça permet d'identifier les élèves à risque parce que s'ils voient que l'élève va chercher énormément d'éléments en gestion de temps, bien, peut-être qu'il faut l'aider de ce côté-là. Ça lui permet d'avoir une vue d'ensemble des difficultés des élèves et de leurs besoins d'aide à l'apprentissage. Donc, l'ensemble de ces informations sont disponibles juste à temps et au moment où il ouvre l'ensemble. Qu'est-ce que l'intervenant a? Alors, ici, il a accès, s'il a 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes, il a accès à chacun de ces groupes pour ne pas se retrouver avec 200 étudiants dans la même page, ce qui fait qu'on ne voit absolument plus rien. Alors, les élèves sont regroupés en groupes, ce qui est un peu le phénomène qu'on retrouve au secondaire. C'est ce que nos enseignants nous disaient. Je suis avec tel groupe ou tel autre groupe, c'est facile, je m'en vais là, j'ai ma classe dans 2 heures, j'ai mon monde de mon groupe, donc c'est plus facile. Alors, donc, je clique sur Présentation Sami Pro et là, naturellement, comme l'environnement élève, l'environnement intervenant, si je ne sais pas trop comment ça fonctionne, je vais avoir mon aide qui m'explique tous les éléments de cet environnement-là. Alors, j'ai tout simplement à cliquer sur le point d'interrogation pour voir le contenu. Chaque intervenant peut proposer un cheminement à ses élèves. C'est ce que je vous expliquais tantôt, l'outil suggéré par mon intervenant. Donc, dans son espace, il peut choisir un certain nombre d'outils et les proposer à l'élève, ce qui va s'afficher automatiquement lorsque l'élève rentre la première fois dans son environnement. Une fois que j'ai cliqué sur mon groupe, j'ai une vision globale de chaque élève. Donc, je sais que le premier élève est venu dans le site depuis 14 jours, il n'est pas revenu depuis 14 jours, d'autres 1 mois, d'autres 4 jours, d'autres 1 mois. Je rappelle que ce n'est pas un environnement où les élèves doivent y aller tous les jours. On y va en fonction de son besoin. Il y en a qui ont besoin d'y aller régulièrement, puis d'autres pas. Alors, pour nous, c'est quelque chose qui doit se faire au fur et à mesure. Vous voyez que cet élève-là, il aimait bien l'environnement et pour lui, il a touché à presque tous les outils et particulièrement en production numérique. C'est ce qui l'intéressait. La dernière fois qu'il est venu,
On est aujourd'hui le 21, donc il est venu avant même que les écoles s'ouvrent. Donc, pour venir probablement voir une ou deux choses qui l'intéressaient, venir faire le jeu peut-être, il est venu. Voyez que les exercices se font différemment selon les élèves. Alors, cet élève-là, si je regardais son profil d'apprentissage, elle n'aime pas ça faire des exercices. Alors, c'est sûr que cette personne-là va en faire moins que cette personne-là. Ça ne veut pas dire que c'est parce que ce n'est pas efficace, elle n'aime pas faire ça. Ce qui va faire que souvent, dans les cours de formation à distance, quand on regarde nos traces, il y a des élèves qui n'en font jamais. On dit, c'est parce que ça ne les intéresse pas. Non, ce n'est pas dans leur profil. Ils n'aiment pas faire ça. Donc, ça nous donne aussi des pistes à savoir pourquoi des fois des choses sont faites ou pas faites. Au lieu de dire, peut-être que je n'ai pas donné la bonne affaire, non, c'est le profil de l'élève. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le stimuler pour le faire, mais ça reste que chacun fonctionne un petit peu à leur façon. Vous avez toujours le moment de leur inscription. Vous pouvez, et là, on va le voir au fur et à mesure, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut trouver. Si je clique sur, j'en reviens précédemment, parce que j'ai oublié de vous montrer, si je clique sur un des outils ici, je clique sur un de ces éléments-là, automatiquement, ça me donne le contenu pour l'élève. Et là, vous allez voir, c'est moi. J'aurais dû mettre élève 1, mais c'est moi, Adrienne Desrochers. Vous allez voir ce que l'élève en production numérique écrite, ce qu'il a fait. Donc, ça vous permet aussi de dire, ah ben tiens, il a vu tous ces outils-là, puis il y en avait un que pour lui, il veut revenir régulièrement, comme chercher efficacement avec des opérateurs. Il oublie comment faire sur le web, donc il aime ça revenir. Puis aussi, c'est que des fois, il le fait avec Google, puis d'autres fois, il le fait avec YouTube, mais il oublie comment faire. Donc, parce que chacun a leur façon d'utiliser les opérateurs. Donc, il va y revenir plus souvent. Alors, il l'a mis dans ses favoris. Je peux également, pour Adrienne, savoir qu'est-ce qu'elle a fait comme exercice et quels sont ses résultats. Alors, par exemple, ici, elle a réussi d'en chercher efficacement 4 des 5 questions. Par rapport à son groupe qui, eux, ont réussi à peu près à 50%, et le nombre d'élèves, parce que là, ils sont 8, il y a 8 élèves, donc il y en a 2 qui ont fait cet exercice-là. Donc, lui, il a presque tout réussi, puis l'autre élève, il a eu un peu plus de difficultés. Il y a toujours les résultats standards, ces résultats à lui, de façon visuelle, et les résultats du groupe de façon visuelle. Et après, il peut le faire exercice par exercice. S'il n'a pas complété son exercice, ça va se retrouver comme en deuxième. Et là, il va voir qu'est-ce qu'il a fait. Et sur les 3 questions qu'il a faites, il y a eu 60%. Alors, ça donne à l'enseignant une information, puis l'élève n'a pas tout à fait la main, mais ça permet à l'enseignant de savoir exactement ce qu'ils font dans leur exercice. Ça, les enseignants trouvaient ça très important. Alors, on l'a effectivement donné l'option de pouvoir voir cet aspect-là. Le profil d'apprentissage, c'est disponible à l'enseignant. Alors, il peut savoir qu'Adrienne, c'est une assimilatrice. Donc, et il peut dérouler l'ensemble de son profil et il peut mieux comprendre pourquoi elle a choisi tel ou tel outil à faire. Il peut en tout temps envoyer un courrier personnalisé à l'élève. Donc, je m'aperçois qu'elle a une petite difficulté, je veux lui proposer un outil, je fais juste prendre le lien de l'outil, je peux le mettre dans son courriel, puis je peux l'envoyer. Tout simplement en cliquant sur le petit icône. Je peux aussi envoyer une recommandation à l'ensemble des élèves en cliquant sur tout le groupe et ça va afficher un courriel du même type, mais qui va avoir l'ensemble du groupe, tous les courriels du groupe. Alors, ce qui fait qu'un enseignant peut envoyer aussi une demande à leurs élèves qu'ils vont recevoir dans leur courriel pour leur dire, bien, pour la semaine prochaine, pourquoi vous ne pourriez pas lire telle affaire? Donc, l'élève, à ce moment-là, peut avoir cette information rapidement. Et l'enseignant n'est pas obligé de le faire pour chaque élève. Maintenant, les statistiques. Tantôt, on a vu le suivi. Maintenant, les statistiques. Il y a des statistiques par groupe, ce qui correspond au prof. Mais il y a des statistiques aussi par organisation, ce qui correspond à l'école. Donc, par groupe, je vais avoir, ici, si j'ai 7 personnes,
je vais avoir des statistiques pour mes 7 personnes. Si j'en ai 20, je vais en avoir pour mes 20 personnes et ainsi de suite. Ce sont des statistiques qui se mettent toujours à jour. Là, j'ai pris ceux du 16 janvier. Je me suis préparée un petit peu avant. J'ai pris ceux du 16 janvier. Donc, qu'est-ce que mes élèves ont comme difficulté au 16 janvier? Donc, ce que je constate, c'est le partage des signets qui est le plus souvent demandé et la planification du temps. Donc, ça me donne un peu l'idée quelles sont les difficultés rencontrées par les élèves. La même chose, établir un agenda. Voyez-vous, là, j'ai plus de 50%, un peu moins de 50% de mes élèves qui ont un besoin de ce côté-là. Donc, un besoin de planification de temps. Alors, ça peut m'aider aussi pour que je revienne. Remarquez, mes statistiques sont pour chaque thème qu'on aborde. Parce que sinon, vous vous retrouveriez avec une page longue comme un journal de presse, la presse. Alors, ici, c'est vraiment bloc par bloc. Je suis en mathématiques. Je vais avoir mes statistiques pour les mathématiques et ainsi de suite. Je peux aussi avoir mes statistiques pour l'exercice. Par exemple, combien d'élèves ont fait l'exercice? Par exemple, les systèmes des normes en mathématiques. Combien il y en a qui en ont fait? Et c'était quoi le nombre de réponses? Ici, il n'y a eu qu'un seul élève qui en a fait et il y a eu 100%. On pourrait avoir 8 des 20 élèves, on pourrait avoir leur moyenne pour chaque élève. Et ça, je l'ai exercice par exercice. Donc, ça peut me donner des puces à savoir où là, on a un problème. Peut-être que je devrais revenir sur certaines opérations mathématiques ou revenir sur certaines stratégies d'études pour aider mes élèves à avancer. Encore une fois, des statistiques sur les profils d'apprentissage. Alors, vous voyez ici, j'ai le groupe présentement, j'ai 50% des répondants qui sont des accommodateurs, puis 50% sont des assimilateurs. Donc, déjà ça va me donner des pistes. Vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai juste à cliquer, malheureusement, là, je ne le vois pas, je ne l'ai pas, mais je n'ai qu'à cliquer sur l'assimilateur ou accommodateur pour savoir ce que c'est. Alors, donc, si j'ai 50% de mes élèves qui ont tendance à aimer avoir des présentations, multimédia, à être très concrets, puis que j'ai 50% qui aiment mieux lire, qui aiment mieux. Alors, je vais essayer de favoriser dans mon enseignement ces deux aspects-là. Puis, si je suis en formation à distance, je vais donner les deux modes différents pour l'ensemble de la matière. Pour mon organisation, alors, vous voyez là, ça devient encore un peu plus important. J'ai dans mon organisation la répartition de l'âge des répondants. J'ai comment ces répondants se sont répartis. Alors, vous voyez que ce n'est pas juste un ou l'autre, on en a plusieurs. Je peux à chaque fois voir. Et au niveau des modes d'apprentissage, où se situent mes répondants et qu'est-ce qui favorise. Alors, voyez-vous ici, on a un groupe que c'est la lecture qui est assez important et l'expérience. C'est un groupe qui est assez mixte. Ces trois éléments, lecture, expérience, auto-apprentissage. Puis, vous voyez, il y a 12% qui a besoin d'être très structuré. Alors, c'est sûr que nous, quand on regarde cet aspect-là, pourquoi qu'on a offert 4 outils de recherche? Parce que ça correspond à ces gens-là. Alors, on fait très attention de voir les profils, c'est ça que ça nous sert, nos profils, à savoir à qui on s'adresse. Il y a parfois des groupes qui sont à 80% des lecteurs. Alors, c'est sûr qu'on va réduire un peu, surtout si l'ensemble du groupe est très lecteur, on va avoir tendance à réduire un petit peu la présentation multimédia pour aller plus vers des éléments écrits pour favoriser justement leur type d'apprentissage. Mais on ne va pas, on va essayer de les inviter à diversifier leur mode parce qu'il faut qu'ils le fassent avec le temps. Mais pour les encourager, les motiver, leur permettre de persévérer, on va quand même leur donner l'option de pouvoir le faire dans les conditions qu'ils le souhaitent. Alors, pour l'école, par exemple, ça peut être un excellent moyen pour dire, bien, à l'automne, selon l'ensemble de nos élèves, pourquoi on ne ferait pas un atelier qui leur permettrait, par exemple, d'avoir de faire de la gestion de temps, par exemple. Si je sais qu'au niveau de mon organisation, il y a des outils d'aide qui sont beaucoup utilisés ou d'autres moins. Donc, pourquoi je ne l'offrirais pas à l'ensemble de mes élèves? Pour l'enseignant, on a un certain nombre d'outils. Alors, on a vu le suivi et les statistiques. Pour l'enseignant, son formulaire de consentement, tout comme l'élève qui peut modifier. Il peut modifier son avatar aussi.
Un questionnaire d'évaluation, les enseignants disent, bon, ben, on aimerait ça vous dire si on aime, si on n'aime pas ça. Donc, on leur met à leur disposition un questionnaire d'évaluation qu'on regarde religieusement pour savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé ou non. Il y a une documentation, comme vous pouvez voir ici, c'est ce qui s'affiche, dans lequel on leur donne tous les éléments pour aider leurs élèves, par exemple, à accéder à SamiPro. Alors, une petite procédure qu'on fait juste télécharger puis qu'on peut envoyer à nos élèves. Un guide d'utilisation qu'on met à jour régulièrement selon les petits changements qu'on apporte, qui permet à l'enseignant d'apprendre comment fonctionne l'environnement intervenant et comment fonctionne l'environnement élève. Et ça lui explique en détail toutes les fonctionnalités et aussi une procédure d'accès pour les enseignants qui, l'école souhaite ou le responsable de l'école qui participe au projet puisse envoyer à leur intervenant pour qu'ils puissent s'inscrire en tant qu'intervenant. Liste d'outils, qui est un élément nouveau qu'on a rajouté, que l'enseignant nous demandait. Il disait, oui, mais Louise, si on navigue partout pour essayer de trouver l'outil qu'on veut dans la gestion de temps, c'est bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de toutes les avoir et que quand je mets mon curseur, j'ai le résumé, pour me permettre de choisir en fonction d'un besoin que je sens chez mes élèves et de savoir les outils qu'on me propose. Alors, on offre à l'intérieur de l'environnement intervenant cette liste qu'il peut choisir et dont il peut créer ses outils suggérés aux élèves. Vous avez l'interface apprenant. Cette interface-là permet à l'intervenant d'accéder directement à l'environnement élève. Donc, c'est deux environnements séparés. Alors, quand il clique sur l'interface apprenant, il va accéder à l'interface élève, mais avec son propre nom. Donc, une interface qu'il peut naviguer en tout temps. Vincent, est-ce qu'il y aurait des questions auxquelles je pourrais répondre dans l'interface intervenant? J'en ai pas qui sont en attente actuellement, mais je voulais justement poser la question. On achève la présentation, là, de sorte que s'il y a des gens qui veulent poser une question, vous pouvez lever la main. Claudia vous donnera la parole pour que vous puissiez poser des questions à Louise. On se donne un petit peu de temps là, pour que vous puissiez prendre votre temps pour poser la question. Il y en a qui ont demandé aussi quel était le lien. Bien, vous l'avez, le lien ici à l'écran, samipro.savi.ca. Est-ce qu'il y a des questions? On va être patient comme en classe, 30 secondes. Ou sinon, on va jouer le jeu avec le monde. Ouais. Si les gens ont envie de voir la fin du jeu millionnaire, on peut toujours faire une petite partie. OK, j'en ai une question ici qui rentre. Les notions de... j'en ai des questions qui rentrent. Là. Bon, les notions de français, par exemple, sont-elles filtrables selon les niveaux scolaires? Non, Louise répond. C'est plus selon les difficultés, là. C'est plus selon les difficultés que rencontrent les élèves, que ce soit le participe passé, des accords, des questions de syntaxe. Donc, c'est plus par objet que par... Donc, on n'a pas monté le projet en fonction du programme comme tel. On a monté le projet en fonction des difficultés qui sont rencontrées rendues à la fin du secondaire. C'est aussi vrai pour le français que pour les mathématiques. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bon, l'autre question, quel est le coût pour les établissements? Bien, c'était le point suivant. Là, pour s'inscrire, il n'y a pas de problème pour que votre école s'inscrive. Pour le moment, c'est ouvert. Il n'y a pas de Louise, tu me diras. Je vais vous dire la problématique que nous rencontrons. Nous, on a déposé ce projet-là, on l'a développé. Les élèves, les profs de nos partenaires de la Commission scolaire de l'Art et des Bois ont accès là, gratuitement jusqu'à la fin de l'année. On verra pour l'année prochaine. Mais c'est sûr que pour entretenir un environnement comme celui-là, lui donner accès, tout est déposé sur les serveurs de SAVI, qui est un centre de recherche public, c'est un OBNL qui a des liens avec la Téléuniversité, de sorte qu'il faut qu'on trouve du financement
pour garder ça actif et le rendre le plus possible gratuit pour les écoles. Actuellement, pour l'année prochaine, si ça ne change pas, le coût, c'est 1 000 pour une commission scolaire pour l'ensemble de ces écoles. Ou, Louise, tu me reprendras, je pense que c'est 100 pour une école. Est-ce que c'est ça? À peu près. C'est à peu près 100 pour une école. Ça, c'est parce qu'on est obligé de faire du ménage dans les données, garder ça à jour, s'assurer aussi qu'on gère bien l'ensemble de l'environnement tout au long de l'utilisation par les écoles, parce qu'il y a quand même actuellement en dehors de la commission scolaire de l'Or et des Bois, à cause de la pandémie, on l'avait ouvert à tous. On a autour de 45 écoles secondaires ou centres de formation professionnelle ou des adultes qui sont dans l'environnement. Mais on essaie, d'ici un mois, d'ici la fin de l'année, à trouver une façon de financer le soutien de ce projet-là. De sorte que ce que je demande, s'il y a des écoles ou des commissions scolaires qui trouvent que c'est intéressant, ce serait bien de nous envoyer un petit mot pour nous dire que que vous seriez intéressés à participer, à faire partie de ceux qui utilisent ce projet-là pour qu'on voit s'il y a plusieurs écoles ou plusieurs centres de services scolaires qui en voient l'utilité pour nous appuyer dans les démarches que nous faisons auprès du ministère de l'Éducation, qui n'a pas mis une scène dans ce projet-là, je vous ferai remarquer, auprès du ministère de l'Économie ou auprès de partenaires privés ou de fondations qui pourraient nous aider à entretenir cette plateforme-là. De sorte que si c'est le cas, là, que vous nous faites part de votre intérêt, puis nous, on va s'en servir. Je vois déjà, là, je vois ici une note. Est-ce que l'école ouverte du ministère de l'Éducation pourrait faire quelque chose? Bien, je prends en note de ces questions-là et puis on va essayer. Je voulais juste savoir là, auprès de Claudia, ce qui est dans le chat, est-ce qu'on va pouvoir le revoir ou bien si en fermant, on va avoir perdu ça? Parce que là, Non, on va avoir accès au chat sans problème. OK, parfait. Très bien, parce que là, je vois qu'il y a des écoles ou des commissions scolaires qui pourraient être intéressées. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Pour avoir accès, l'établissement scolaire doit communiquer avec Savi. Vous avez des liens avec Savi, de sorte que c'est en communiquant avec Savi. Louise, tu peux cacher ton écran. Fermer ton écran. Oui. Hop, voilà, OK. De sorte que c'est en communiquant avec Savi, vous avez des liens, puis c'est comme ça que vous allez pouvoir entrer en contact, puis aussi vous inscrire votre école ou inscrire votre centre de service scolaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez lever la main aussi pour la poser verbalement. Claudia vous voit tous, là. S'il y a une question, vous pouvez y aller, ouvrir votre micro, poser la question. 1, 2, 3. Bien, Louise, je ne sais pas s'il ne semble pas y avoir d'autres questions. Oui, on a une question. Oui, on a une question, M. Tanguy, qui vient de. Oui, mais je ne la vois pas, moi, là. OK. Oui, M. Radel, vous pouvez y aller. Vous pouvez ouvrir votre caméra si vous voulez, c'est toujours plus intéressant. On ne vous entend pas, par exemple. Monsieur Jean Redel, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. OK, bien, vous pouvez y aller, allez-y. Je démarre la vidéo aussi. Ah, il n'y arrive pas à démarrer la vidéo. Bon, c'est pas grave. Allez-y comme ça, c'est pas grave. Voilà, je vous regarde depuis la France. Je regarde le site CTRE oui. régulièrement. Dans le nord de la France. J'aime bien votre petit accent. J'ai la chance nous de aussi, chez vous. nous aussi. Voilà, je suis un coordinateur avec des jeunes porteurs de handicap. Votre projet m'intéresse beaucoup. En lycée professionnel. Okay. Donc, ça m'intéresse beaucoup. C'était pareil au niveau du coût et je vais essayer d'en parler dans mon établissement, quoi. On peut encore accéder, donc, semble-t-il, de façon gratuite pour cette année? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on souhaitait que pendant la pandémie, que ça soit
simple. Surtout, c'est que notre projet nous permettait de le supporter. Donc, tout à fait. Très bien. J'ai plusieurs noms là, d'établissements qui pourraient être intéressés. Comme je vous disais, là, comme Claudia nous l'a dit, ce qui est dans le chat, ça demeure disponible, de sorte que on va prendre note de ça et on va donner des suivis. Peut-être, Vincent, juste pour la question de la dame en français, je sais qu'on n'a pas présenté, mais si vous me permettez un quart de seconde, je m'excuse, je voulais prendre une note, alors j'ai ouvert mon fichier pour prendre une note. On a l'habitude, on oublie. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on retrouve en français au niveau. J'ai essayé d'enlever tous les outils en dessous, là. Donc, on a touché à connaître ma grand-mère, à comprendre les textes, à utiliser les dictionnaires. Alors, pour chacun de ces éléments-là, on retrouve des outils, des fois plus, des fois moins. Alors, vous voyez, on retrouve des outils qui permettent de répondre à ce besoin-là. Alors, c'est un peu la même chose en mathématiques. Si on veut aller en mathématiques, c'est un peu le même principe. Si on regarde les difficultés, c'est toujours, comme le disait Vincent, des difficultés de base. Vous allez voir, c'est des choses quand même très de base, mais que même des fois, je dois vous dire, à l'université, ce n'est pas connu par nos élèves. Alors, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été acquis pendant tout leur trajet scolaire. Et tout à coup, ils ont besoin. Alors, voyez-vous, ça touche le système des nombres, le calcul. Là, je me permets d'éliminer les outils pour vous montrer. Ça touche, voyez-vous, calcul, il y a quand même beaucoup de choses et c'est énormément utilisé par les élèves. Vous avez aussi les équations et inéquations. Je vais aller plus loin, les fonctions, les fractions, les transpositions de mesures métriques. Alors, c'est toujours, vous voyez, on essaie toujours de donner un outil qui correspond, qui est vraiment lié à l'objet et qui permet à l'apprenant de parfaire ses compétences préalables qui sont nécessaires. En tout cas, en formation professionnelle, en formation générale, au troisième secondaire, ainsi de suite. Pour eux, c'était des outils fondamentaux dont les étudiants manquaient de compétences. OK. Il y a plusieurs personnes qui vont nous ont demandé des suivis. Là. On va regarder ça là, en début de semaine prochaine, on va vous donner un suivi. Il y a aussi, la question a été posée 2 fois, là, la possibilité d'avoir le matériel en anglais. S'il y en a qui disent que c'est un travail colossal, ce qui a été accompli là, c'est un travail colossal. Mais si on devait le faire en anglais, c'est sûr que toute la coquille est là, mais toute la dimension, tous les contenus, ce serait aussi un travail colossal à le monter. Et puis, il faudrait que s'il y avait l'appui là, on parle des commissions scolaires anglophones pour qu'il y ait ce développement-là qui se fasse du côté anglophone. Et je pense bien que la réponse du côté de Savie et du CETREC, ce serait oui, on pourrait le faire, mais c'est certain que ça demanderait des fonds pour pouvoir faire le développement. Mais la coquille est là, de sorte que, dans le fond, il faut remplir ce qui est déjà là sur place. Louise, je ne sais pas si tu veux continuer, mais là, je vois Métis, commission scolaire des seigneuries. Je vois aussi d'autres écoles. En France, là, on a justement le centre professionnel de l'envolée du Côte-du-Sud. Fait que c'est beaucoup plusieurs qui sont intéressés à nous contacter pour regarder la présentation. J'aimerais savoir, il y a une question aussi. Est-ce qu'il est possible d'avoir accès à la présentation? Vincent, attends, juste avant, je montre. Oui. Il est possible de l'avoir en anglais. C'est les vidéos qu'on ne peut pas avoir en anglais. Okay. Parce qu'avec l'outil, avec Google, c'est sûr que ce n'est pas un anglais parfait. Mais avec Google Translate, si vous êtes sur Chrome, voyez-vous, là, je viens de vous le mettre en anglais au complet. Hein? Au complet. Sauf qu'il faut demander de traduire. Alors, c'est sûr que les vidéos, ils ne sont pas en anglais. C'est la seule lacune qu'on a présentement qui permet de pouvoir quand même y avoir accès. C'est limité, vous allez dire, mais c'est quand même extraordinaire parce qu'on peut presque tout présenter en anglais. Parce que quand je fais mes présentations en anglais, on ne peut pas se permettre de tout traduire. Donc, j'utilise cette fonction-là
qui me permet de traduire les outils, les images restent les mêmes, mais les outils sont traduits avec les lacunes de Google Translate, qui traduit quand même à 80% assez bien. Si vous regardez un petit peu à l'écran là, pour les anglophones, c'est quand même assez bien fait. Ah, j'en ai pas bien compris, malheureusement. Non, c'est une personne qui vient d'entrer et que son micro était ouvert. Ah, OK. Vous ne pouvez pas considérer ça. Alors, excusez-moi, là, je voulais vous montrer un exemple assez simple où on pouvait avoir, voyez-vous, trouver les outils. Ici, tout est en anglais. Voyez-vous, là, ici, je suis obligée de redemander de traduire en anglais. Alors, les images ne se traduisent pas, malheureusement, mais tout le reste se traduit. Alors, c'est ça qu'on est en train de regarder, jusqu'à quel point, quand on demande de traduire en anglais, on peut traduire les images aussi. Ça, c'est notre difficulté présentement. Si vous regardez ici, la même chose, si je demande de traduire, parfois c'est possible, parfois ça ne l'est pas. Alors, c'est ça qu'on est en train de regarder présentement pour faire en sorte de pouvoir traduire en anglais. Alors, je vais essayer de vous montrer encore. Vous voyez, tout est en anglais. Oh mon Dieu. Ah, c'est bien. Alors, oui, il y a possibilité, mais sans les vidéos. OK. Ça va. De sorte que je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je voudrais remercier Louise de la présentation qu'elle vient de nous faire. Je remercie son équipe aussi, qui a toujours été, qui est toujours présente, qui répond toujours oui à peu près à toutes les demandes qu'on peut lui faire, qui a toujours une solution ou en recherche de solution. Et je voudrais remercier aussi le CETREC qui a donné la possibilité, en nous faisant accéder au programme du MEI, de développer cette plateforme je dirais de formation pour nos élèves qui ont des difficultés en français, en mathématiques, dans leur stratégie d'apprentissage et dans leur apprentissage et de l'utilisation du numérique.